Écho du futur, le podcast qui explore les imaginaires de la science-fiction. En partenariat avec Monde Numérique. Petite histoire subjective et non académique de la science-fiction. Avertissement. Le présent podcast n'a pas de valeur encyclopédique. Il tient plus de l'essai et est conditionné par la perception que l'auteur a du sujet qu'il traite et par sa culture propre. Des historiens de la littérature pourront aussi juger qu'à embrasser de trop grandes périodes, l'auteur prend le risque de mal étreindre les faits historiques. J'en ai conscience qu'ils veulent bien m'en excuser. Je me soigne, néanmoins je persiste à partager cette petite histoire subjective et non académique de la science-fiction. Alors, bonne écoute, likez et partagez. Épisode 1, aux origines de l'humanité, le récit imaginaire. Et si la science-fiction était plus qu'un divertissement ? Et si les auteurs de science-fiction, au prétexte de nous inviter à les accompagner dans leur vision d'avenir, nous parlaient en fait du présent, d'abord du leur, mais aussi du nôtre. Et si on arrêtait de consommer la science-fiction comme on le fait d'objets non culturels jetables ? Pour essayer de répondre à ces interrogations, commençons par nous tourner non pas vers l'avenir, comme on pourrait s'y attendre, mais vers le passé, vers les origines même de la science-fiction afin d'essayer de mieux comprendre ce qu'est cette expression artistique particulière. Déjà, il faut commencer par rappeler que la science-fiction fait partie de la grande famille des récits imaginaires, en notant bien que ceux-ci sont indissociables de la nature humaine. Les récits imaginaires sont nés il y a peut-être quelques dizaines de milliers d'années, peut-être 100 000 ans, voire un demi-million d'années. Plus encore, en fait, on n'en sait rien puisque de cette période il ne reste rien. En ces temps, tout était de l'ordre de la tradition orale. La seule corrélation qu'on pourrait s'autoriser, et on le sait, corrélation n'est pas causalité, est le fait qu'au cours de cette même longue période, l'humanité a aussi appris à maîtriser l'usage du feu, puis les techniques de sa production, sachant que plus les recherches avancent, plus le moment de cette maîtrise recule loin dans la préhistoire. Peut-être au-delà du million d'années pour la maîtrise de l'usage du feu, et au moins 400 000 ans pour celle de sa production. Ainsi, une fois le feu maîtrisé, les techniques de production renforçant cette maîtrise permit aux groupes humains préhistoriques de s'affranchir de la lumière du jour et donc d'allonger la durée de leurs activités au-delà du coucher du soleil. Indépendamment des avantages nutritionnels qu'apportent les aliments cuits, le feu permit aussi de renforcer le sentiment de sécurité et d'appartenance au groupe. Autour du feu, à la veillée, les individus absents au cours de la journée, peut-être sont-ils partis à la chasse, ou bien ont-ils cueilli des baies. Ces individus ont pu par exemple s'occuper des petits-enfants, permettant à ceux restés au camp de vaquer à d'autres occupations. Peut-être était-ce pour danser ou chanter, pour raconter les événements du jour écoulé et ceux à accomplir le lendemain. Ainsi, autour du feu, aux origines de ce qui allait devenir société humaine, le langage s'est structuré. Il a exprimé le passé, le futur, le conditionnel. Il est devenu emphatique, symbolique, abstrait, et là, le récit imaginaire est sûrement né. Dès les origines, l'enjeu du récit imaginaire, recréation du réel, a été de rester accessible au plus grand nombre, compréhensible par les humains assis autour du narrateur. Alors que lui, narrateur et créateur, pouvait avoir envie de partager ses propres règles.
Le récit devait demeurer en accord avec les règles et les traditions partagées par les membres d'une même tribu. La société dont le narrateur était artiste, sa narration devenant part de la culture qui lui avait donné naissance. Finalement, il va falloir attendre l'invention de l'écriture pour que nous parviennent les traces de ces récits imaginaires très anciens. Ainsi, le plus vieux récit à nous être parvenu est vieux de 4500 ans. Il se nomme l'épopée de Gilgamesh, le grand homme ou le roi qui ne voulait pas mourir. Il ouvre le bal d'une succession de récits qui, du fond de l'Antiquité, vont nous mener jusqu'à l'époque moderne. La redécouverte de ce récit mérite un aparté. Nous connaissons l'intégralité de ce texte grâce à une coïncidence telle que les sciences savent nous en offrir. Imaginez, nous sommes en 1850, à Mossoul, en Irak, sur les ruines de Ninive. Là, lors de fouilles, les archéologues Austen Henry Layard et Hormuzd Rassam découvrent des tablettes d'argile couvertes de signes cunéiformes. Si leur traduction révèle pour la plupart d'entre elles des livres de contes, d'autres, une douzaine, semblent rapporter autre chose. En effet, ce texte, une fois traduit, révèle l'histoire de Gilgamesh. Ce texte, qui date du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, devient ainsi la plus ancienne version connue de ce récit millénaire. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec l'épopée de Gilgamesh, c'est que, à l'analyse, ce récit s'avère être l'archétype des récits imaginaires et des grandes épopées qui vont égrener l'histoire de l'Antiquité. Au travers de ce récit de voyage, l'humanité s'interroge sur le sens de la vie et celui de la mort, sur la nécessité de l'amitié, sur la finalité de la connaissance, et bien d'autres choses encore. Après Gilgamesh, et en ne regardant que du côté des cultures occidentales, vont s'enchaîner les mythologies mésopotamiennes, égyptiennes, grecques et romaines, ainsi que les traditions hébraïques puis chrétiennes. Toutes perpétueront la tradition des grands récits qui éclairent la nature et la psyché humaine. Toutes conserveront en elles, consciemment ou non, les traces de l'épopée de Gilgamesh. À la fin de l'Antiquité, sur le chemin de notre modernité, on entre dans le Moyen-Âge. Celui-ci nous offre, entre autres, les nombreux récits de l'épopée arthurienne, une forme d'influence chrétienne sur les mythes celtes. Point commun à tous ces récits, c'est leur dimension mythologique. Ils nous racontent les relations entre l'humain et le divin, entre le spirituel et le matériel, le tout matiné de magie. La magie étant l'application d'une économie humaine au monde spirituel. Si je pratique tel rituel, si je prononce tel mot et fais tel geste, je suis donc en droit de recevoir tel retour du monde spirituel. Également issu du Moyen-Âge, on pourrait aussi parler du mythe du golem. De tradition juive, ce récit imaginaire est lui aussi issu d'une tradition orale avant d'être figé par écrit au XIVe siècle. Bien avant le roman Le Golem de Gustav Meyrink, publié en 1915, cette histoire raconte comment le rabbin Louis, à Prague, va chercher le moyen de protéger sa communauté des violences dont elle est victime. Pour cela, il crée un être anthropomorphe fait d'argile. Il l'active et le contrôle par des principes qui pourraient commencer à se rapprocher de ce qui pourrait être utilisé dans un récit de science-fiction moderne. D'une part, il y a l'énergie qui active le golem. Elle vient d'un parchemin roulé et posé dans la bouche de la créature. Sur ce parchemin étaient écrits les 4 consonnes qui forment le tétragramme, le nom sacré de Dieu qui, dans la tradition juive, ne doit pas être prononcé. Le système de contrôle de la créature, lui, se fait par l'usage de mots tracés sur le front de la créature. Le premier, Emet, en hébreu signifie vérité. Il active la créature. Pour l'éteindre, il suffit d'effacer l'aleph, la première lettre du mot Emet.
Ainsi, le mot devient met, c'est-à-dire mort. C'est dans ce fonctionnement relativement simple, quasi binaire, que l'on commence à se rapprocher de la science-fiction moderne, une source d'énergie, un système d'activation-désactivation de la créature proche du on-off. Mais on n'est pas encore dans la science-fiction. En effet, l'énergie qui anime la créature reste bien évidemment d'origine divine. Un autre type de récit imaginaire peut nous intéresser. Il ne s'agit pas encore de science-fiction et ce n'est plus de la mythologie. Je parle ici de la fable philosophique. La plus connue d'entre elles est Utopia de Thomas More, publiée en 1516. De ce récit naîtra le mot utopie que nous connaissons tous. L'étymologie du titre de l'œuvre de Thomas More vient du grec bon, et topos, le lieu, tout un programme. Toujours dans la veine de la fable philosophique, avant More, on pourrait citer les œuvres de Lucien de Samosate au IIe siècle après Jésus-Christ. Après More, ce seront Francis Godwin, Savinien Cyrano de Bergerac, Jonathan Swift et Margaret Cavendish. Autrice en 1666 de The Blazing World, Le monde flamboyant, elle est parfois considérée comme la première femme autrice de science-fiction, bien que de mon point de vue, cette dernière ne naîtra vraiment que 150 ans plus tard, au début du XIXe siècle. En attendant, au siècle suivant, le XVIIIe, les philosophes des Lumières, dont Voltaire, vont s'emparer de la fable philosophique pour diffuser leurs idées nouvelles. Ils ont bien compris la puissance d'évocation que contient le récit imaginaire. Nous baladant dans l'histoire de l'humanité, nous arrivons enfin en 1816, sur les rives du lac Léman en Suisse. Là, une jeune femme, Mary Shelley, va écrire le premier récit de science-fiction. Celui-ci se nomme Frankenstein ou le Prométhée moderne. Vous le connaissez tous, au moins de nom, par les films, par la bande dessinée, par la culture populaire. Dans le prochain épisode de ce podcast, nous verrons pourquoi Frankenstein est le premier récit de science-fiction, même si le terme est encore loin d'exister. Une nouvelle fois, il va falloir faire preuve de patience, encore pendant plus d'un siècle. Alors, rendez-vous dans 2 semaines pour la suite de cette histoire subjective et non académique de la science-fiction. Et rendez-vous avant la fin de l'Anthropocène pour un nouveau podcast d'Écho du futur. Une production de futurhebdo.fr et du comptoir prospectiviste.